a le plaisir d'accueillir Frédéric Shortgen, qui est donc chef de service de médecine intensive réanimation au centre hospitalier intercommunal de Créteil, et donc qui va vous parler de pneumonie virale chez la femme enceinte. Frédéric, merci beaucoup. Écoute, tu as le micro. Merci et bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, c'est bon? Oui, super. Et Ok. on, et on a tes Alors, diapos. on va sortir un peu des pathologies spécifiques à la grossesse pour s'intéresser aux pneumonies virales chez la femme enceinte. Alors, c'est quand même plus fréquent que l'embolie amniotique, surtout maintenant qu'on a des vilains virus qui circulent. Et la question, enfin, il y a deux questions qu'on va aborder. C'est la prise en charge de ces patients d'un point de vue ventilatoire et puis d'un point de vue obstétrical, puisque contrairement aux pathologies de la grossesse où enlever le bébé, ben, on pense que ça va améliorer et ça améliore rapidement les femmes enceintes, ce qui n'est pas forcément le cas chez ces patientes qui vont se retrouver intubées, ventilées, enceintes. Alors, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse, surtout d'un point de vue épidémiologique. Est-ce qu'il y a vraiment un risque plus élevé de pneumonie virale quand on est une femme et quand on est enceinte? C'est difficile de répondre avec les données de la littérature. Est-ce que quand on est enceinte, on est plus à risque de faire des formes graves et de décéder en réanimation? Là, on a un peu plus de données. Et puis, quelles sont les spécificités de la prise en charge en réanimation? Ça, je vais en discuter. Et puis aussi les spécificités de la prise en charge obstétricale. Alors, pourquoi c'est difficile de répondre aux questions? Bien, dans les études, c'est compliqué d'avoir des groupes témoins, hein, quand on s'intéresse aux femmes enceintes. Chaque étude a un peu son groupe témoin et puis, donc on peut prendre, soit tous les patients, y compris les hommes qui ne sont pas, donc enceintes, des femmes, mais non enceintes, des femmes en âge de procréer, non enceintes. Donc c'est difficile de se faire une idée vraiment, des risques, par rapport à un groupe contrôle. Bien souvent sont mélangées, les femmes qui sont, enceintes et les femmes en postpartum, alors qu'il ne va pas y avoir les mêmes conséquences, par exemple, pour la prise en charge, ventilatoire de ces patientes. Puisqu'une fois que la femme a accouché, ben, finalement, on revient avec une patiente, entre guillemets, «normale» et pour les réglages de la ventilation artificielle, ça va être plus simple. Il y a aussi probablement, des critères d'admission beaucoup plus larges, en réanimation des femmes enceintes. Ça, on le vit, au quotidien. Moi, je travaille dans un hôpital où il y a une maternité de niveau 3 avec, pas mal, d'activités. On sait qu'on prend plus facilement, les patientes, enceintes, même si elles sont moins graves que les autres. Il faut prendre en compte aussi, dans toutes les données de la littérature, le niveau de prise en charge, hein, sur le pronostic materno-fœtal, donc le pays dans lequel a été faite, l'étude et puis aussi, même, en France, vous savez qu'il y a des maternités de niveau 1, 2 et 3, qui n'ont pas tout à fait, la même, expertise. Et on a aussi très peu d'expérience clinique, sur le SDRA et la grossesse. Alors maintenant, on en a plus, malheureusement, à cause du Covid, comme vous allez le voir. On a commencé à voir, des femmes enceintes avec des pneumonies, virales. Ça a été, au moment de l'épidémie de grippe, H1N1. Vous voyez ici, quelques, cohortes, faites en Italie, en Australie, Nouvelle-Zélande ou au Canada. Où vous voyez déjà, et ça c'est pas habituel dans les populations de réanimation, qu'il y a, même au Canada, il y a plus de femmes que d'hommes. D'habitude, dans les études, en réanimation, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc est-ce que ce sont les femmes qui font plus de pneumonie grippale ou est-ce que c'est spécifique aux femmes enceintes? Eh ben, c'est pas très clair et vous voyez qu'en pourcentage de femmes enceintes, ça a resté quand même, des, petits nombres. Ça, c'est les données françaises, hein, pendant le H1N1 et puis même, après. Donc c'était le registre des patients, grippés admis, dans les services de réanimation. Là, on retrouve encore un petit peu plus de femmes que, dans, les autres pathologies, mais finalement un pourcentage de femmes enceintes aussi, assez faible. Et ce qui est intéressant dans cette étude épidémiologique, c'est que,
ils ont montré un risque supérieur d'avoir, un ARDS quand, on est une femme enceinte. En revanche, un meilleur, pronostic, sur, la survie. Alors possiblement quand même si là j'ai pris en compte dans les ajustements, possiblement parce que c'est des femmes jeunes et sans trop de comorbidité. Ça, c'est les données aussi H1N1, mais en Californie. Juste pour vous montrer, donc en bleu, là, c'est les femmes, enceintes qui sont comparées aux femmes en âge de procréer, là, qui est en marron. Il y a, finalement quand même moins de femmes enceintes intubées, ventilées pendant la grippe H1N1 et vous voyez que le pronostic vital est là encore, meilleur puisqu'il y a 6 de décès par rapport, à 17. Alors, pendant le Covid, les hôpitaux qui ont des maternités, on a vu arriver, pendant la troisième vague, Covid, des femmes enceintes avec des SDA, chose que, on n'avait pas vue, avant et donc on n'a pas eu, on n'avait pas beaucoup d'expérience, pour la prise en charge de ces patientes. Donc ça, c'est une grosse étude, épidémiologique canadienne. Vous voyez qu'effectivement, au moment de la troisième vague, eh bien, il y a plus, de femmes enceintes hospitalisées, plus qui ont besoin d'oxygène et puis en bleu, c'est, les admissions, en réanimation, et donc vous voyez que ça a augmenté essentiellement quand, le variant, delta, a circulé. Ça, c'est ce qui s'est passé, en France, c'est à partir des données, de santé, heu, 1re, 2 et troisième vague. Et je vous ai mis, ici le pourcentage, d'hommes, versus bien sûr les femmes et là on retrouve pas ce qu'on avait vu pendant la grippe. C'est-à-dire que vous voyez ça reste, majoritairement, des, patients, hommes. Les femmes, sont à peu près, à 40. Ça, c'est les résultats d'une méta-analyse qui a repris, ces 12 études. Alors il y a plusieurs pays, mais qui ont comparé, les risques, pour les femmes enceintes, qui, avaient le Covid versus celles enceintes sans le Covid, les risques maternels. Vous voyez qu'il y a, plus de risques de prééclampsie, il y a plus de risques, d'accidents thromboemboliques, hein, quand elles ont le Covid. Pour le risque hémorragique, c'est à peu près pareil, mais vous voyez surtout qu'il y a plus d'admissions, en soins critiques, hein, vous voyez que le ratio il est très élevé, beaucoup plus de risques d'être ventilée et bien sûr, beaucoup plus de risques de décès, hein. Donc une femme enceinte qui a le Covid, elle évolue bien sûr, moins bien qu'une qui ne l'a pas. En termes fœtal, le pronostic fœtal, ça va donner lieu à des accouchements prématurés, hein, beaucoup plus fréquemment, plus d'admissions, des bébés en réa néonate. Par contre, en termes de mortalité in utero, c'était pas significatif, mais vous voyez qu'il y a quand même une augmentation du risque. Alors, ça va être quoi les facteurs de risque, d'admission en réanimation? Ça, c'est la même étude, canadienne, de tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a à peu près 26 d'admission en réanimation et les facteurs qu'ils ont, retrouvés, c'est un âge supérieur à 30 ans, le diabète, l'hypertension, donc ça, c'est pas très spécifique, aux femmes enceintes, c'est des comorbidités aussi qu'on avait, chez les autres patients, Covid, un BMI supérieur à 25 et puis, un âge gestationnel, supérieur à 28, et là, on va en parler tout à l'heure, probablement que les femmes enceintes, à un trimestre plus avancé, avec la taille, de l'abdomen, vont être plus à risque, d'avoir des insuffisances respiratoires, plus sévères. Alors comme je vous le disais, il y a 2 patients à prendre en charge, hein, finalement, chez ces patientes. Il y a la maman et il y a le bébé. Avec des questions qui vont se poser. La principale chez la maman, c'est est-ce que la délivrance va améliorer, l'état maternel? Mais il ne faut pas oublier que, une délivrance, ça peut, aboutir à des complications. Déjà, il va falloir probablement intuber la patiente. Merci vous l'a dit tout à l'heure, l'intubation, elle est, particulièrement difficile chez les femmes enceintes. Ça peut générer de l'hypotension, des hémorragies et donc, potentiellement aggraver, la situation. L'autre point qui n'est pas résolu, c'est, les techniques d'oxygénation chez ces patientes.
qui sont, validées dans d'autres populations, mais pas chez les patientes enceintes. Par exemple, il y a des experts, qui ont dit: «Il ne faut pas de faire de ventilation non invasive chez les femmes enceintes parce qu'elles ont déjà du reflux gastro-œsophagien, fréquent, donc il y a un risque de pneumonie d'inhalation majorée. Si on les intube, est-ce qu'il faut les ventiler comme des patientes, obèses? Ben ça, on ne sait pas. Et puis si on les intube, il faut, absolument que ce soit au maximum, programmé parce que c'est des intubations, difficiles, si on intube une patiente en détresse respiratoire très hypoxémique, il risque d'y avoir de la souffrance fœtale aiguë. Il faut se poser la question, il faut avoir la possibilité d'extraction en urgence du bébé. Et pendant l'épidémie de Covid, nous, on s'est même posé la question de est-ce qu'il fallait faire des césariennes dans le box de réanimation si on n'arrivait pas, à transférer la patiente, pour être intubée, en salle de travail. Du côté, du bébé, et bien, si on interrompt la grossesse pour, améliorer l'état maternel, bah, il va y avoir un risque important de prématurité. Pour les réglages et l'oxygénation, eh bien, on a un risque de souffrance fœtale, hein, liée à l'hypoxémie, l'hypercapnie, avec, des incidences sur le débit sanguin utérin. Et donc, tout ça, bah, il faut prendre tout ça en compte pour, gérer, la patiente. Et au jour d'aujourd'hui, comme on n'a pas vraiment de recommandations, ça va être toujours des, décisions, multidisciplinaires en impliquant tout le monde et dans des équipes qui ont, quand même plus d'expertise, pour gérer, ces patientes. Je redis 2 mots des spécificités, respiratoires pendant la grossesse, hein, Mercé vous l'a dit tout à l'heure. Ces spécificités sont liées, eh bien, aux hormones, enfin, aux variations hormonales pendant la grossesse, à la présence du bébé et puis aussi, à la présence, d'un gros ventre. On sait, d'un point de vue mécanique ventilatoire, il y a effectivement une surélévation du diaphragme avec une baisse, de la CRF, qui va évoluer selon le terme et une baisse de la compliance pariétale qui va être maximale, c'est assez logique, au 3e trimestre. En termes d'échanges gazeux, on a une augmentation de la ventilation minute, qui va être proportionnelle au terme, avec des patientes qui sont le plus souvent et régulièrement en alcalose respiratoire, avec des PCO2 basses et un bicarbonate qui va être, plutôt bas. Tout à l'heure, la question a été posée si on les intube, est-ce que, comment on règle le volume courant et quel PCO2 on vise? Mais on sait bien que quand on va intuber un SDRA, on ne met pas des volumes courants, très élevés et que bien souvent, on a une hypercapnie qui vont avoir des conséquences, pour, le fœtus. Donc là, encore une fois, il faudra choisir entre l'hypercapnie, qui risque, de, faire de la souffrance fœtale et un volume courant, trop élevé qui risque d'être délétère pour, le poumon, de la patiente. Il y a aussi une augmentation de la VO2, donc les besoins en oxygène, ils vont être, plus importants. Et on sait aussi qu'elles sont, heu, toujours un peu hypoxémiques, en décubitus dorsal, et donc là, se pose la question des objectifs, d'oxygénation, chez ces patientes. Sur les voies aériennes, donc je vous rappelle des intubations, hein, qui vont être difficiles avec un œdème et puis aussi des risques de régurgitation. Alors pour le fœtus, et bien le fœtus, il va pas aimer, l'alcalose avec une baisse du débit sanguin utérin. Il va pas aimer, l'hypercapnie, parce que, il va y avoir une diffusion beaucoup plus rapide du CO2 que du bicarbonate et donc ils peuvent se retrouver très facilement en acidose hypercapnique, hein, les bébés. Donc ça, c'est pas bon non plus. L'hypoxémie, bien sûr, ça va faire de la souffrance fœtale et puis il y a une grosse question, sur, le décubitus ventral. Vous savez, maintenant que c'est, très fortement recommandé, en tous les cas chez les ARDS avec, des P sur F, bas. Mais le décubitus ventral, il ne doit pas être fait n'importe comment parce qu'il peut y avoir une baisse du débit sanguin utérin si on comprime le ventre, hein, et donc ça, c'est, une position à peu près, ce qu'on a essayé de faire en pratique, pour libérer, l'abdomen, de la patiente. Et puis c'est pas non plus, très simple de faire du monitoring fœtal, quand, les patientes sont en DV. Alors, on a maintenant, ça c'est les 3 plus grosses, études de cohorte qui ont été faites. Il y en a 2 qui sont, publiées. Une faite par Vasquez, mais qui est faite, en Amérique du Sud, donc il va falloir le replacer dans le contexte, économique de ces pays. Il y a l'étude d'Edwige Peugeot qui, a été faite en France, en Belgique, et en Suisse. Les 2 sont publiés et puis il y a une troisième étude
qui est pas encore publiée, mais qu'on a faite, là en Île-de-France, en incluant que des maternités, de niveau 3 ou de niveau 2 avec des services de réanimation qui avaient des ECMO, la possibilité de faire des ECMO, pour justement sélectionner, des femmes enceintes à des termes précoces et voir quelle a été, la prise en charge, obstétricale. Les 3 ont été faites à peu près dans la même période, c'est-à-dire la troisième vague, là où il y avait, beaucoup plus de patientes, enceintes avec des critères d'inclusion, qui devaient être des covid prouvés et nous dans l'étude, Covadis-Sprague, on a vraiment ciblé des patientes, hypoxémiques, avec au moins, 6 litres d'oxygène et qui étaient, avec un terme, viable. Dans les 2 autres études, particulièrement l'étude, européenne, il n'y avait pas de critères sur l'oxygénation, donc c'est toutes les patientes, enceintes ou en postpartum qui ont été incluses. Et vous voyez que effectivement dans les 2 premières cohortes, il y a aussi des patientes en postpartum, donc c'est un peu plus difficile de faire la part des choses sur les prises en charge. Dans notre étude, c'était que des patientes, en prépartum. Les caractéristiques des patientes, c'est un âge, qui est un peu élevé, hein, pour des femmes enceintes, avec des termes qui sont assez variables. Et vous voyez que dans notre étude, mais c'est ce qu'on cherchait, on a un terme à 27 semaines, ce qui est, très précoce et qui a donné lieu à pas mal de discussions sur, l'interruption de la grossesse ou pas. Des patientes obèses quand même dans un bon nombre, de cas, du diabète, mais pas si fréquemment que ça. Et puis, on a, nous, essayé de voir combien de patientes avaient des co-infections, bactériennes, pulmonaires. Ça n'a pas été reporté dans les autres études et vous voyez qu'on en a quand même, 31. La prise en charge, vous voyez qu'il y a beaucoup de femmes qui ont eu des corticoïdes, très peu de tocilizumab. Sur la gestion de l'anticoagulation, bah, chez ces patientes à haut risque de thrombose, bah, c'est pas bien codifié. Nous, on a observé que, dans 60 des cas, c'était, une anticoagulation préventive mais renforcée. En termes d'intubation, c'est à peu près le même taux, hein, dans les 3 études, c'est 40 à peu près. Pas d'ECMO en Amérique du Sud, mais je pense qu'ils n'y avaient pas accès et 10 dans les 2 études, françaises et en Europe. Point intéressant, est-ce qu'on fait du décubitus ventral chez une femme enceinte? Vous voyez qu'en Amérique du Sud, c'est beaucoup, hein, 56 et je pense que c'est parce que justement, ils n'avaient pas accès à l'ECMO et qu'il y a un moment, il faut quand même pouvoir, oxygéner, une femme enceinte. Et c'est à peu près 10 des cas, dans les 2 autres études. Les durées de ventilation, alors, dans l'étude sud-américaine, c'est compliqué à savoir, c'est plutôt prolongé de 20 jours et en Europe, c'est plutôt une dizaine de jours et la mortalité, c'est là où vous comprenez qu'il faut prendre en compte le niveau de prise en charge médicale, hein, c'est 18 dans l'étude sud-américaine et c'est plutôt un pronostic pas mauvais, hein, puisque c'est 1 dans l'étude européenne ou dans l'étude, francilienne. Alors une des questions, c'est, quelle méthode d'oxygénation, on doit utiliser, particulièrement dans, l'objectif de prévenir, l'intubation. Donc là, c'est le taux d'intubation, en fonction de l'oxygénation dans ces 3 études. Dans l'étude sud-américaine, vous voyez que quand on a de l'oxygène seul, eh bien, il y a beaucoup d'intubation. C'est ce qu'on retrouve aussi, nous, dans Covadis-Sprague et de façon très étonnante, dans l'étude européenne, il n'y a aucune patiente, qui est intubée, parmi celles qui ont que de l'oxygène. Donc ça pose quand même, la question de la gravité de ces patientes-là, parce que 0 intubation chez des patients qui ont de l'oxygène dans le covid, c'est probablement qu'elles étaient, vraiment, pas si graves que ça. Ensuite, en vert foncé, là, c'est l'oxygène, à haut débit. Il y a beaucoup d'intubation malgré l'OHD, dans l'étude sud-américaine, et beaucoup moins, dans l'étude européenne et encore moins, dans notre étude et en vert clair, c'est, la ventilation non invasive où là, c'est, à peu près pareil dans les 3 études. Alors, en termes de facteurs de risque, associés à l'intubation, dans l'étude, européenne, ils ont, retrouvé que l'obésité, ben, il y avait plus d'intubation, une atteinte plus étendue au scanner, c'est un peu logique et en termes de support, d'oxygénation, l'oxygène à haut débit, ça ne faisait pas de différence et assez bizarrement ou pas, je ne sais pas, mais ça donne, lieu à discussion. Ils ont montré que l'utilisation de la ventilation non invasive était, associée à un surrisque, d'intubation.
Ce qui est un peu, problématique parce que, s'il faut pas faire de ventilation non invasive, il faudrait qu'on le sache. Alors on a regardé aussi nous, dans notre cohorte, quels étaient les facteurs associés, à l'intubation. Comme on a recueilli, les co-infections bactériennes pulmonaires, on l'a pris en compte dans l'analyse et vous voyez que c'est associé à un fort risque d'intubation, donc des patientes qui sont, probablement, plus sévères et en termes de support ventilatoire, nous on ne retrouve pas, la même chose. C'est-à-dire qu'on trouve qu'il y a un risque, moindre d'intubation avec, l'OHD et un risque moindre d'intubation avec la ventilation non invasive également, contrairement à ce qui a été montré, dans l'autre étude. Un petit, point sur les co-infections pulmonaires, parce que c'est une particularité de notre étude. Si on prend que celles qui sont, documentées, si on les prend toutes, c'était 30 des patientes, ce qui est beaucoup. Pour celles qui étaient documentées, c'est 16. Le germe le plus fréquemment, identifié, c'est du staphylocoque qui a été rapporté dans, 2 cohortes françaises chez des patients, Covid pris en charge en réanimation. C'était aussi du staphylocoque, doré et vous voyez que dans ces 2 études où là, c'était tous les patients, hein, pas spécifiques, aux femmes enceintes, les co-infections, c'était 19 et 28. On est, un petit peu, en dessous et je vous disais qu'il y avait probablement une sévérité accrue de ces patientes. Vous voyez qu'il y en a quand même 33 qui finissent à l'ECMO quand elles ont une co-infection pulmonaire versus 12 quand elles n'en ont pas. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait plus de complications emboliques chez ces patientes enceintes Covid. Finalement, il n'y a que 7 qui ont eu une thrombose documentée. Et pour rappel, les 2 tiers avaient une anticoagulation préventive, mais renforcée. Dans les autres cohortes de femmes enceintes Covid, ce qui est rapporté, c'est 2 à 13 de thrombose. Et quand on compare ça à des cohortes qui incluent tous les patients Covid, en réanimation, c'est 15. Donc finalement, les femmes enceintes avec un Covid n'ont pas, a priori, un surrisque de thrombose. Alors sur la prise en charge obstétricale, la grosse question, je vous l'ai dit, c'est est-ce que l'accouchement améliore la fonction respiratoire en termes de compliance et en termes d'oxygénation? Ça, c'est donc l'étude sud-américaine. Son intérêt, c'est que, finalement, c'est la plus grosse étude, enfin, c'est l'étude qui a inclus le plus grand nombre de patientes, et qui ont recueilli les paramètres d'oxygénation et les paramètres de mécanique ventilatoire, avant, l'accouchement, 2 heures après et 24 heures après. Et en termes d'évolution significative, il y a que, le rapport PaO2 sur FiO2 qui s'améliore significativement, qui passe de 134, en médiane avant, la délivrance à 192, 24 heures après. Et en termes de, pression de plateau, de driving pressure ou de compliance, il n'y a pas, d'évolution, significative favorable. Donc ça remet quand même en question ce qu'on a quand même, on avait à l'époque à l'esprit qu'il fallait faire accoucher la patiente pour améliorer, la fonction respiratoire. Ça, c'est les résultats, de, l'étude, européenne. Là, il y a moins de patientes, c'est 27, c'est rétrospectif, donc c'est un peu plus, c'est aléatoire comme recueil de données. Et vous avez donc l'évolution, du PaO2 sur FiO2, de la driving pressure, de la pression de plateau et de la compliance. Alors, il y a une évolution, significative, hein, une amélioration significative, là encore, du PaO2 sur FiO2, de la driving pressure aussi, c'est significatif. Il y a des tendances pour la compliance et la pression de plateau, mais ce qui est le plus important à observer, et c'est ce que discutent les auteurs, c'est que vous voyez qu'il y a des variabilités interindividuelles très importantes et ça, ouvre la question de est-ce qu'il y a est-ce qu'on pourrait trouver des facteurs prédictifs d'amélioration après, l'accouchement, chez ces patientes et ça nous aiderait bien, à prendre, nos décisions. Pour la prise en charge, obstétricale, dans les 3 études, il y a, à peu près la moitié des patientes qui ont, dû être délivrées pendant le séjour, en réanimation. L'indication, c'est principalement l'aggravation maternelle, hein, c'est pas tout ce qui, est éclampsie, c'est très peu de souffrance, fœtale, donc c'est surtout l'aggravation respiratoire.
où les cliniciens se sont dit: «Il faut faire accoucher la patiente parce qu'elle est en train de s'aggraver», principalement, hein, des césariennes, vous voyez 90, avec, de la prématurité, fréquente et très fréquente dans notre étude puisqu'on avait des patientes avec des termes très, pas avancés du tout, très précoces, pardon. Donc, dans notre étude, on a essayé de distinguer des parcours différents et des prises de décision un peu différentes, des attitudes. Globalement, on en a trouvé, 3. Il y a, la première attitude qui est de dire, alors pardon, ce qui va ce qui fait la différence principale entre ces 3 attitudes, c'est le terme de la grossesse. On n'a pas trouvé, d'autres, caractéristiques, différentes. La première attitude, c'est chez des patientes, vous voyez, qui ont un terme, correct, hein, 34 semaines d'aménorrhée, c'est bon, on se pose moins de questions, est-ce qu'il faut interrompre la grossesse ou pas? Ces patientes, elles sont, délivrées, juste après avoir été, admises, en réanimation. Bien souvent et dans la majorité des cas, c'est pas sous anesthésie générale, hein, c'est sous anesthésie loco-régionale, mais finalement, elles sont majoritairement, intubées quand même, pendant la procédure ou juste après, et il y en a même qui vont, finir, à l'ECMO alors qu'elles avaient été, délivrées, sans intubation. Ensuite, il y a les patientes qu'on va délivrer juste après l'intubation. Là, pareil, on se dit: «On vient d'intuber la patiente, c'est qu'elle s'aggrave et on va, la délivrer». Et là, il y a quand même beaucoup de prématurité. Et puis, la vraie question, c'est, est-ce qu'on peut poursuivre la ventilation après intubation? Et donc ça a été fait, chez des femmes avec, vous voyez, des termes très précoces, hein, 24 semaines, d'aménorrhée, où là, effectivement, on a essayé, de, prolonger, la ventilation. Ça ne marche pas à tous les coups, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même la majorité des patientes qui ont pu accoucher après la sortie de réanimation. Mais il y en a, qui n'ont chez qui on a gagné finalement peu de jours. Il y a, une grossesse qui s'est poursuivie sous ECMO, mais avec, une mort, fœtale, in utero. Dans combien de pourcents des cas, bah, on poursuit la grossesse chez ces patientes, ventilées? Je vous ai mis là les résultats des 3 études dont on discute depuis tout à l'heure, plus une autre qui a été faite, en Israël où on retrouve cette donnée-là. C'est pas toujours mentionné dans les études. Vous voyez que c'est, 21, 23, donc c'est 32, chez qui on a poursuivi la grossesse chez les patientes qui ont été intubées. Mais encore une fois, c'est dans, notre étude où il y a les termes les plus précoces et donc on a été, plus frileux à faire accoucher, les patientes. Un dernier mot sur l'ECMO, parce que là, l'expérience est, on va dire, encore plus mince. Ça, c'est, une étude qui a été rapportée par, l'équipe de la Pitié-Salpêtrière, hein, qui est un gros centre, de prise en charge par ECMO. Vous voyez qu'il y a un petit nombre de patientes qui ont des pneumonies, soit liées à la grippe, soit, au Covid. Et la grosse question, quand on pose indication d'une ECMO, c'est: est-ce qu'on fait accoucher la patiente, puis on met l'ECMO ou est-ce qu'on met l'ECMO, et puis, elle accouchera, on la fera accoucher, après? Donc en bleu, c'est, les femmes qui ont eu l'ECMO pendant la grossesse et en jaune, c'est l'ECMO qui est débuté après, l'accouchement. Vous voyez qu'après l'accouchement, il y a plus de complications maternelles, mais finalement la survie maternelle est bonne, hein, 80. Elle est pareille si on fait l'ECMO avant ou après l'accouchement. Par contre, en termes, de pronostic fœtal, la conclusion, des auteurs, alors c'est des petits chiffres, hein, c'est que, vous voyez, en termes de, survie, et bien, c'est mieux quand on a accouché, fait sortir l'enfant avant de débuter, l'ECMO et pareil pour un pronostic, à plus long terme, il vaut mieux avoir, sorti, le bébé, avant. Mais encore une fois, hein, c'est des petites, expériences. Donc pour conclure, l'infection virale chez la femme enceinte, il y a probablement un risque accru de SDRA. J'en ai pas discuté parce que finalement on ne sait pas pourquoi. Il y a une petite étude, de l'équipe de Lyon là qui est sortie, récemment chez des femmes enceintes Covid,
où il montre qu'il y a des charges virales qui sont, plus élevées, que chez les autres patients. Mais on ne sait absolument pas pourquoi, ces femmes enceintes font plus de SDRA. Le pronostic, maternel, finalement, bah, il n'est pas, si mauvais que ça. On manque énormément de données sur, quelle technique, d'oxygénation il faut utiliser avant l'intubation. Le DV pendant la grossesse, bah, on en fait, mais on ne sait pas du tout, si, c'est potentiellement, délétère. Il y a des données discordantes sur les techniques d'oxygénation, hein, particulièrement sur la ventilation non invasive, puisque, dans notre étude, on trouvait que c'était, associé à moins d'intubation, mais dans d'autres, c'est associé à plus d'intubation. Je pense qu'il faut, maintenant avoir à l'esprit que la délivrance, ça n'améliore pas forcément la fonction respiratoire, et a posteriori, pour avoir géré pas mal de patients de Covid, je pense qu'on aurait pu attendre, avant de, les faire accoucher. La grosse question et là, il y a encore moins de données, c'est, bien sûr le pronostic, des bébés, à plus long terme en fonction de la gestion de ces patientes. Voilà, j'en ai fini et je suis tout à fait, disposée à répondre à vos questions, si vous en avez. Merci beaucoup Frédéric pour cette présentation très, très complète. Et donc, alors j'ai pas vu de questions apparaître pendant ta présentation. Je ne sais pas s'il y en a pour le moment. Et en attendant, moi, je vais commencer. Donc, évidemment, les données que tu as montrées sur les modifications de la mécanique ventilatoire sont un petit peu contre-intuitives. Alors, c'est souvent des données rétrospectives. Est-ce que tu ne penses pas que, par exemple, sans que c'est forcément été enregistré, les médecins se sont permis des PEP beaucoup plus élevés ou sensiblement plus élevés une fois que la délivrance a été faite, ce qui explique que finalement, bah, la pression de plateau n'a pas changé et les autres paramètres n'ont pas changé, parce qu'on est quand même bien obligé d'expliquer comment le rapport P sur F a pris 60 points. Alors peut-être avec une diminution de la consommation d'oxygène, peut-être, je n'en sais rien. Voilà, mais je voulais ton premier avis là-dessus. Oui, non, mais tu as raison, hein, alors elle est prospective, hein, l'étude de Vasquez. De mémoire, les réglages de la ventilation ne bougeaient pas beaucoup. Par contre, dans l'étude de PVU, là, c'est complètement rétrospectif. Les prélèvements sont pas et les mesures sont pas faites, toujours, à la même heure, donc c'est un peu plus, compliqué. Il y avait, des petites sé c'était des séries de cas, hein, qu'on avait avant le Covid, qui avaient retrouvé pareil, des résultats, très contrastés. Ce qui est le plus interpellant, moi, je trouve, c'est, la variabilité, qu'on voit, chez les patientes, de l'étude là d'études PJU. Je ne sais pas si elles sont liées au fait que les mesures sont pas faites tout le temps au même, moment. Ça, c'est possible, mais c'est vrai que c'est assez interpellant cette variabilité. Alors après, ce qui peut aussi jouer, c'est à quel moment, il fait la délivrance. Est-ce que Ouais. c'est en pleine phase d'aggravation, ou est-ce que, on a, attendu un peu? Alors bien souvent, quand on les a délivrés comme ça, c'était plutôt en pleine phase, d'aggravation. C'est sûr que quand tu fais les mesures 2 heures après, bon, là, c'est pas l'évolution naturelle de la maladie. Et puis après, il y a qu'est-ce qui se passe pendant la délivrance aussi, hein. Donc ça, il y a plein de facteurs qui peuvent intervenir, je suis d'accord avec toi. Ok, on a une question d'Anton. Quand vous dites ventilation réglée comme chez les obèses, que voulez-vous dire? Eh ben, on sait que, bah, justement, c'est ce qu'on vient de dire, c'est le niveau de PEP. On sait que chez les obèses, là, ça a été montré aussi pendant le Covid, hein. Je crois qu'il y a une étude, marseillaise, hein, qui, montre bien en utilisant, des pressions œsophagiennes que pour avoir une pression, enfin une pression positive en fin d'expiration chez les patients obèses, ventilés, il faut mettre des PEP, au moins à 16, ou 18. Tu me contredis, Jean-Damien, toi qui es expert, du sujet. La question c'est, est-ce que la femme enceinte a, une compliance aussi diminuée qu'un patient obèse qui a un BMI, à 40? Heu, je ne sais pas répondre. J'ai pas vu d'études avec des pressions œsophagiennes chez la femme enceinte, parce qu'on n'a pas beaucoup des ventilés. Et puis après, il y a aussi, il y a des femmes enceintes obèses, hein. Vous avez vu que c'est, enfin nous dans notre étude, c'est 50 des patientes qui sont obèses. Donc celles-là, on va les ventiler avec des réglages,
un peu comme une obèse. Mais alors les obèses enceintes en plus, ça je ne sais pas ce que ça fait. En termes de pression, je ne sais pas. Ok, merci. D'autres questions pour Frédéric? Alors, moi, j'en avais une entre les trois études, et je vois que tu as le diaporama en défilé. Là, peut-être que tu peux le remontrer. J'avais le sentiment que les périodes d'inclusion des trois études n'étaient quand même pas strictement superposables, puisque Et en fait, la tienne, globalement, c'est elle va depuis la première vague jusqu'à la troisième, puisque je vois février 20, juin oui, 21. Oui, autant pour moi, d'accord. oui, Donc, oui, pardon. c'est assez similaire. Oui, OK. Parce que ma question, c'était justement peut-être que les politiques d'anticoagulation, on sait qu'elles ont beaucoup varié un petit peu entre les différentes vagues, mais finalement, non, tu montres bien. Et puis, l'autre point quand même, et tu l'avais évoqué, c'est que les deux dernières, avec voilà, quasiment, on va dire presque 100% de femmes admises enceintes, alors que Vasquez, il y en a quand même 30% qui ne le sont pas, ou un peu moins de oui. 30%. C'est un peu le problème dans ces cohortes. Alors, il y en a d'autres, hein, mais malheureusement, elles sont totalement inexploitables parce qu'ils mélangent tout et donc c'est impossible. Ils mélangent le pré et le postpartum. Donc, pour moi, ça n'a rien à voir parce qu'une fois que le Ouais. bébé est enlevé, on fait du DV facilement. Du reste, là, je ne l'ai pas montré, mais une fois que les femmes ont accouché, on les met en décubitus ventral. Les chiffres que je vous ai mis, c'est Mhm. chez la patiente enceinte. Tout à fait. Euh, j'ai pas de questions qui s'affichent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoute, moi, en tout cas, je partage beaucoup de ce que tu as dit et donc, si on devait un petit peu résumer, c'est un petit peu ta dernière planche, c'est finalement que l'extraction n'est certainement pas, ou en tout cas, au vu de ce que tu as montré, elle est peut-être moins systématique maintenant et qu'on peut très bien s'autoriser finalement de tenter le DV en préservant la grossesse. Alors, a fortiori, si on est un terme précoce, avec quand même l'écueil, tu l'as bien dit, c'est voilà, le monitoring fœtal est plus compliqué, donc bon, peut-être vigilance. Est-ce que, d'ailleurs, parce que tu sais que c'est peut-être un sujet d'intérêt pour moi en ce moment sur les DV longs, est-ce qu'on a une idée sur les durées de ces séances? Est-ce qu'elles sont un petit peu plus courtes, justement, pour pouvoir permettre un monitoring fœtal ou pas? Ou est-ce que c'est une donnée qui n'est pas recueillie? Est-ce que Hmm. tu as quelque chose Non, là-dessus? alors, comme tu le sais, parce que je crois que vous avez participé, c'est du rétrospectif. On a pu avoir à peu près les durées, le nombre de jours en DV, mais pas le nombre d'heures. Ça, c'est pas, on n'a pas cette donnée-là. Et toi, dans Après, ton... il y a un autre message aussi, parce que on l'a regardé contrairement aux autres études. C'est les patientes qui accouchent sous anesthésie loco-régionale. Ça, c'était plus au début de l'épidémie où on disait faut pas intuber les patients parce qu'on va mettre du virus partout, tout ça. Globalement, ça se passe très mal, hein. Il y en a qui ont été accouchées sous Optiflow, sous VNI, elles sont intubées en catastrophe pendant le geste ou juste après. Donc voilà, ça c'est une donnée un peu spécifique à l'étude, c'est pas forcément une bonne idée. Mais encore une fois, c'est vrai que l'intubation chez la femme enceinte, c'est pas simple, donc quelquefois on aime bien éviter ça, mais faut bien réfléchir. Il faut pas trop jouer non plus. OK. Et donc, justement, pour en revenir à cette durée, est-ce que tu préconiserais voilà, des séances éventuellement pas aussi longues que chez l'ES des ranons non enceintes à cause de cette question de monitoring quel- Le monitoring en pratique, nous on a l'habitude de le faire 2 fois par jour. Voilà. Après, est-ce qu'il faut faire est-ce que ça poserait problème de faire, en termes de risque de perfusion utérine, de faire plus prolongé? Je pense qu'entre 12 heures ou 24 heures, le risque il est pas le même. Je pense qu'il faut surtout vérifier la position. Mais encore une fois, j'ai pas de réponse, hein, parce qu'on n'a pas étudié les débits sanguins utérins en DV chez ouais, une femme enceinte. Donc faut être vraiment très, très prudent, hein. Et puis on n'a pas non plus de suivi à long terme des enfants. Donc c'est compliqué. Il faut faire aussi attention, hein, parce que dans l'étude, les conclusions là, des études, hein, dans l'étude sud-américaine, ils disent nous, on a fait plein de DV chez la femme enceinte. Du reste, on le voit là, je crois que c'est sur la diapo, hein, c'est 70%.
et ils disent: «Ça se passe bien, donc on peut en faire». Mais alors il faut faire attention, hein, la mortalité maternelle dans cette étude, elle est à 18. Nous, c'est plutôt 1 en Europe. Oui, Donc bien bon, sûr. faut faire attention aux conclusions, hein. Mais c'est vrai qu'ils font, eux, ils en ont fait énormément, et je pense que le DV, moi, je le verrais maintenant, plutôt comme, une technique de sauvetage en cas d'hypoxémie, très sévère, particulièrement, quand on est en train de discuter l'ECMO, parce que c'est pas rien non plus de mettre, une femme enceinte sous ECMO. Donc je pense qu'il vaut mieux faire, du DV que d'aller d'emblée à l'ECMO. D'accord, et donc les leçons avec tout ce que tu as montré, ce serait peut-être finalement, si je comprends bien ce que tu dis, hem, sauf situation vraiment, voilà, d'hypoxémie extrêmement sévère, c'est peut-être moins mettre, en DV ces patientes puisque comme tu l'as dit, il y a pas d'amélioration, majeure de la mécanique ventilatoire, après l'extraction et puis encore une fois, peut-être quand même tenter le DV avant l'ECMO. Peut-être. OK, et juste peut-être un point sur justement pour en rebondir sur la question d'Anton et la PEP, et tu viens de le dire. Alors certes, effectivement, chez l'obèse, on peut se permettre, certainement des PEP assez élevés, notamment pour maintenir une pression transpulmonaire, et comme tu l'as dit, en revanche, on ne sait pas exactement ce qu'on fait, en termes de perfusion, utérine et fœtale, donc peut-être prudence quand même. C'est pas une Mmh. symétrie parfaite entre le patient obèse et la femme enceinte. Bah, je vous avoue que nous, on a pas mal de femmes enceintes, hein, donc en avons eu plus, tu as inclus dans l'étude. Nous, ça représentait, quasiment, 1/4, des patients de la 3e vague, et je vous avoue qu'on a plutôt eu une attitude, d'extraction assez vite après l'intubation. On les a pas gardées, ventilées, sauf des termes très précoces, voilà, où là, on s'est dit mais qui posent moins de problèmes parce que le ventre est aussi moins gros, Mmh. donc Oui. voilà, ouais. Mais mais est-ce que, à la lumière de tout ce que tu as vu et lu et ce que tu nous as présenté, est-ce que tu aurais voilà, si c'était à refaire, est-ce que tu aurais la même attitude ou est-ce que tu te permettrais peut-être finalement de garder, ou Je d'être pense que moins j'attendrai syst plus. d'accord. Ouais, Non, mais c'est un je message pense que important. ce que j'attendrai plus. Je pense que les données sur, les méthodes d'oxygénation, avant l'intubation, moi ça me gêne pas de faire, de l'oxygène à haut débit, et y compris de la ventilation non invasive. Il faut aussi savoir que les patientes qui avaient de la ventilation non invasive, c'était quasiment exclusivement en alternance avec de l'optiflow. Mmh. Voilà, donc c'est les deux techniques en même temps. Je pense quand même qu'on peut, être confiant. Heu, Après voilà sur, est-ce qu'on les laisse, intuber, ventiler avec la grossesse? Ça, c'est quand même du cas par cas, je pense encore, c'est compliqué. Tout à fait. OK. Bah, écoute Frédéric, un grand merci pour cette présentation. Eh Un ben, grand merci à vous. merci à toutes et tous de votre participation. Et puis il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée et d'excellentes fêtes de fin d'année et à très bientôt.